bonjour à toutes, ravi de vous accueillir dans ce webinaire sur comment faire grandir vos collaborateurs. Je suis accompagné de Philippe Mémard, notre consultant sur le Gard. Donc bonjour, je vois que bonjour à tous. vous nous répondez, donc vous nous entendez, vous devez bien nous voir, j'imagine. Philippe, je te laisse te présenter. Oui, bonjour à tous. Donc Philippe Mémard, je représente le Florian Mention Institut sur le territoire du Gard. Et j'ai des bureaux basés à Nîmes, j'ai bien sûr les bureaux de Montpellier au siège, et je suis alésien. Super, merci, merci Philippe. Je suis en train de charger le PowerPoint, je suis désolé, j'ai un petit problème de chargement du PowerPoint, du support. J'espère qu'il va arriver, sinon je ferai autrement, je partagerai mon écran. Donc effectivement, aujourd'hui, on va vous parler de comment faire grandir les collaborateurs. Donc tout ça est basé sur notre livre le management EpiFit. Donc je vous parlerai également du management EpiFit. Nous sommes consultants du Florian Mention Institut, je suis l'un des associés. Philippe est notre consultant sur le Gard et moi-même, une vingtaine d'années que je fais du recrutement, du management, de la formation, de l'outplacement, du conseil RH auprès des entreprises et des organisations. Alors, je ne comprends pas, mon PowerPoint ne veut pas se charger. Écoutez, on va faire autrement. Je vais partager mon écran. Vous allez peut-être nous perdre de vue. Si ça voulait bien charger, ça serait super. Je ne comprends pas trop. Donc, comment faire grandir nos collaborateurs? Hop, je vais charger mon… Alors, désolé pour ce petit délai de problème. Voilà, ça y est, il est arrivé. Eh bien, dites-moi. Voilà, comment faire grandir vos collaborateurs. C'est tout l'enjeu. Florian Mention Institut, j'en ai parlé. Philippe Mémard, on en a parlé, donc je vais vite dessus. Vous m'avez. On vous enverra de toute façon tout le support. Hein. Après, vous aurez le replay et le support. Donc, comment faire grandir vos collaborateurs? Alors, on va d'abord parler de management EpiFit. Hein, le livre que vous voyez ici, le management EpiFit, nous est venu de quoi? Il nous est venu de deux facteurs. L'un de Boris Cyrulnik, vous connaissez le pédopsychiatre, qui est parti du concept de résilience. La résilience, c'est cette faculté physique qu'aurait, soi-disant, selon certaines propriétés physiques, une barre métallique et selon certaines propriétés, elle va revenir. Boris Cyrulnik a utilisé ça pour les enfants maltraités, donc c'est très rigolo, en partant du principe que même quelqu'un de maltraité, dans certaines conditions d'accompagnement, il peut revenir à son état normal. Et ça nous a inspiré de prendre une loi physique, une loi l'appliquer au management, et nous on est parti d'une loi végétale, et vous connaissez des plantes épiphytes et des plantes parasites. Alors, les plantes parasites, j'en ai deux à vous citer, le gui et le hou, qui ont deux stratégies de parasiter le support sur lequel elles poussent. Vous avez par exemple le gui qui vient se piquer directement dans la sève de l'autre et lui pomper la sève jusqu'à tuer son support. Et puis la plante, le hou, lui, et le lierre, il va envahir jusqu'à étouffer. À l'inverse, la plante épiphyte, vous en connaissez deux également, l'orchidée et la vanille, et notamment l'orchidée. L'orchidée a besoin d'un support pour vivre et elle va rentrer en symbiose avec ce support. Donc, elle va grandir et faire grandir. Et là, vous me voyez venir avec comment faire grandir vos collaborateurs, puisque dans les entreprises, on a aussi des plantes parasites et des plantes épiphytes. Donc, des collaborateurs qui peuvent avoir une tendance à tromper la moelle de leur manager jusqu'à leur piquer leur place, mais de manière un peu agressive. Et à l'inverse, des plantes épiphytes qui vont grandir et faire grandir leur manager et faire grandir le collaborateur. Et nous, notre leitmotiv, c'est d'aller effectivement vers les plantes épiphytes pour grandir ensemble. L'autre sujet, c'est la loi de futilité et le principe d'incompétence de Peter. Donc, la loi de futilité de Sylvain Parkinson, ça n'a rien à voir avec la maladie. C'est simplement que Parkinson, c'était un sociologue anglais sorti de la guerre. L'État anglais était surdimensionné en nombre de fonctionnaires, donc il avait besoin de réduire. Ils ont demandé à ce sociologue d'étudier un petit peu tout ça, pourquoi ça ne marchait pas. Et en fait, il s'est aperçu que plus une organisation était grande, plus on s'occupait de choses futiles.
Et vous connaissez tous le principe d'incompétence de Peter, le plafond de verre, ce genre de choses. Et donc, en fait, nous, on part du principe que le management EPFIT, c'est un peu opposé à ces deux lois et il faut avancer ensemble et grandir ensemble. Et voilà pourquoi on a créé le concept de management EPFIT. Le livre est en vente sur notre boutique, sur notre site internet et au travers de notre boutique Amazon. On vous mettra le lien à la fin sans aucun problème. Donc ça, c'est le management EPFIT. Les principes du management EPFIT, c'est quoi? C'est d'identifier les talents. Et oui, avant tout, il faut identifier en interne et en externe les talents pour retrouver les candidats qui auront cette capacité à être des plantes épiphytes. Parce que tout le monde n'est pas capable d'aller vers le principe de la plante épiphyte. Le collaborateur, s'il n'est pas accompagné par le manager, n'arrivera pas à développer ses talents. Le deuxième point, c'est de faire confiance au potentiel. Et dans la vidéo que j'ai faite récemment, je parlais de confiance a priori. Et c'est exactement de ça dont il s'agit sur la confiance des potentiels internes et des potentiels externes. Quand on recrute, il faut faire confiance à quelqu'un qu'on ne connaît pas. C'est extrêmement dur. Il faut avoir une grande ouverture d'esprit quand on est manager pour pouvoir faire ça. Et enfin, on va pouvoir faire grandir les collaborateurs. Donc, voilà les trois grands principes du management EPFIT. Identifier les talents, faire confiance au potentiel et faire grandir les collaborateurs. Vous voyez que c'est aussi bien interne comme externe. J'essaye d'aller vite parce que je voudrais rester dans un timing d'une petite demi-heure d'intervention et puis après, beaucoup de questions-réponses. Philippe sera avec moi et lit le chat. Et donc, si vous avez des interactions, n'hésitez pas à poser les questions et Philippe m'interpellera au fur et à mesure. Alors, Loïc, oui. Je peux me permettre de t'interpeller et d'interpeller tous nos participants que je remercie avec toi d'être présents. Effectivement, management EPFIT, pour faire grandir les autres, je crois qu'il faut d'abord se connaître soi-même parfaitement pour pouvoir connaître son interaction dans les relations interpersonnelles. Oui, c'est une remarque très juste. C'est une remarque que tu retrouves dans le chat, c'est ça, Philippe? Alors, pas spécialement, mais je sens qu'elle est sous-entendue par nombre de nos participants. J'espère avoir devancé leur oui, bien sûr. Se connaître soi-même est indispensable dans le management. Connais-toi toi-même, sinon tu auras du mal à manager les autres, à avoir un abord positif vis-à-vis des gens. Il faut connaître ses travers, il faut connaître ses forces, ses faiblesses, qui nous sommes. Et donc, il y a un vrai travail à faire sur soi. À partir du moment où, de toute façon, dans la relation interpersonnelle, le premier des travaux, c'est de se connaître. On est bien d'accord là-dessus, Philippe. Merci de ton intervention. N'hésite pas à prendre les quelques questions et interventions de nos amis qui nous regardent. Nous sommes plus de 200 actuellement. Pourquoi faire grandir ses collaborateurs? Parce qu'avant de comment faire grandir ses collaborateurs, il faut partir du pourquoi faire grandir ses collaborateurs. Et là, je repars sur une formule que l'on aime bien au sein du cabinet, qu'on a inventée. Je ne tire pas la langue, mais l'esprit hier, on s'est inspiré largement de la formule E égale NC2 pour cette formule. Nous, c'est P égale CM3. Ceux qui ont déjà suivi le webinaire, pas précédent, mais celui d'avant, il y a 2 fois, il n'y a pas de pénurie. On a déjà parlé de cette formule. Pour qu'un collaborateur soit performant, le P, il faut qu'il ait des compétences, on est tous d'accord avec ça, mais il va falloir que ces compétences soient activées par 3 M, les motivations, les moyens et le management. Et on voit que le management fait partie des 3 M. Donc, pourquoi faire grandir? Parce que si je veux faire grandir mes collaborateurs, j'obtiendrai de la performance. Et ça, on connaît tous aujourd'hui le lien très direct entre la motivation, les moyens et le management pour l'activation des compétences au service de la performance. Nous, on aime bien dire que dans l'entreprise, il faut que les collaborateurs soient satisfaits au service de la performance de l'entreprise. On n'est ni dans le monde des bisounours, ni dans un monde ultra-capitalistique. Il faut trouver le juste compromis entre les deux. Et pour faire sortir toutes les meilleures compétences et donc rendre performant au maximum votre collaborateur, là, il va falloir le motiver, que le management lui donne envie. Et donc, P égale CM3, voilà pourquoi faire grandir ses collaborateurs.
Notre définition du management, pilotage des ressources humaines dans le cadre d'objectifs et de règles du jeu clairement identifiés en prenant en compte équitablement la satisfaction des salariés et la performance de l'entreprise. C'est exactement ce que je disais juste avant, hein, j'ai un petit peu anticipé. Notre définition du management, elle est là, hein, c'est le pilotage des ressources humaines en prenant en compte équitablement la satisfaction des salariés et la performance de l'entreprise. Je ne crois pas beaucoup au toboggan pour le toboggan, aux tables de ping-pong pour la table de ping-pong, si ça n'a pas un but de performance, satisfaire le collaborateur, c'est très bien, le chouchouter, c'est très bien, mais dans quel but? Il ne faut pas tomber dans les extrêmes. Hein, et inversement, ce n'est pas parce qu'on va mettre des toboggans, des tables de ping-pong ou des salles de massage dans les entreprises qu'on va obtenir de la performance. Donc, attention à ce juste compromis. Voilà notre définition. Pour nous, le pilotage des ressources humaines, c'est ni manager ni être leader, mais c'est être manager et puis fit. Alors, vous voyez la différence, on a mis beaucoup, il y a beaucoup de gens qui vous disent en ce moment, il faut être leader. Alors, leader, c'est être devant, c'est tirer, c'est être la locomotive, c'est bien, mais c'est fatigant. C'est bien, mais c'est pas suffisant. Et c'est bien, et ça ne responsabilise pas. Et être manager, c'est plutôt, il n'y a qu'à faucon, hein, pour un certain nombre, hein, c'est pas toujours le cas. Vous voyez que le manager, pour nous, le manager épifite, c'est celui qui aide ses collaborateurs, qui leur trouve la solution, qui les aide à trouver la solution, hein, qui les accompagne. Et donc, ce sont bien les collaborateurs qui vont faire le job. Être manager, c'est un job. On ne peut pas cumuler l'expertise technique et le manager, ce qui est souvent le travers des entreprises, de dire le meilleur vendeur doit devenir le manager. Et puis souvent, ils sont déçus que ce brave super commercial ne soit pas le meilleur des managers. Ben oui, parce qu'être un super expert ne veut pas dire que vous soyez un super manager. Et dans tous les métiers, on retrouve ce genre de choses. Philippe, je te vois. Loïc, je me permets d'intervenir par rapport à une remarque de Thierry Lefebvre, et que le patron est souvent le plus mal placé pour détecter le talent dans son entreprise. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire à ce sujet? Ouais, je ne sais pas si s'il est le plus mal placé. Ça va dépendre de son niveau managérial, de son expérience. Je ne pense pas que ce soit le plus mal placé. Simplement, c'est comment détecter, quelle méthode pour détecter les potentiels. Est-ce que je me suis ouvert l'esprit en me disant la personne que j'ai en face de moi a du potentiel? Est-ce que en permanence je regarde mes collaborateurs pour voir s'ils ont du potentiel sur tout un tas de fonctions auxquelles j'aurais pas forcément pensé? La grosse difficulté souvent des managers ou des dirigeants, c'est souvent de regarder le collaborateur dans l'instant présent. Alors, c'est bien de le regarder dans l'instant présent, mais il faut aussi le regarder dans l'instant futur et de se dire quelles sont ses possibilités. Et ça doit démarrer dès le recrutement. Nous, on fait beaucoup de recrutement au sein du cabinet et souvent dans le recrutement, on a du mal à parler de potentiel et d'imaginer que l'assistant commercial puisse devenir le directeur commercial de demain. Et encore, quand on est dans la même fonction, c'est facile. Mais que quand je recrute un ingénieur, il puisse devenir commercial. Et quand j'ai un commercial, qu'il puisse passer à la production, etc., etc. Donc ça, c'est une vraie difficulté. Donc je ne suis pas sûr que le patron soit le plus mal placé. Je pense que c'est souvent qu'on a du mal à s'extraire de ça et de rester sur je focus mon collaborateur à l'instant T, il est bien, il fait bien son job actuellement dans cette fonction-là. Et j'ai du mal à le projeter sur l'avenir. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais j'ai essayé d'y répondre en tout cas. Donc, nous, on croit plus au manager épiphyte qu'au manager leader ou au manager tout court. Hein, et donc, vous voyez, j'aime bien cette image du manager qui aide les collaborateurs à passer d'une falaise à l'autre. C'est pas lui qui fait le boulot, hein, c'est bien eux qui font le boulot. Et donc, c'est bien l'objet d'être manager. Et donc, être manager, c'est un boulot. C'est un travail. Dans les entreprises, il faut vraiment comprendre que être manager, c'est pas cumulatif avec d'autres fonctions. Il y a un ratio, alors pour faire simple, hein, dans les entreprises, un manager pour 10 collaborateurs directs. Alors attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Ce n'est pas pour ça que vous ne pouvez pas avoir 1000 personnes en dessous de vous.
Sinon, vous allez me dire comment font les grands patrons qui ont des Jeff Bezos, j'ai appris qu'Amazon allait passer le million de collaborateurs. Bon, incroyable, surtout avec cette crise. Comment fait Jeff Bezos pour piloter son entreprise? En fait, Jeff Bezos, comme tout grand patron, il a une garde rapprochée et donc il a X collaborateurs collés à lui. Et donc, c'est X, en général, pour la plupart des gens, le ratio, c'est 1 pour 10. Il est très difficile, au-delà de 10 personnes, de vraiment s'occuper de ses collaborateurs et de les manager. Au-delà de ça, c'est plus du management, ça peut être de l'encadrement, etc. Et qui plus est, si vous cumulez les fonctions d'expert technique, vous êtes le super directeur commercial et en plus, vous êtes le meilleur vendeur et en plus, vous êtes le commercial grand compte et accessoirement, vous managez une équipe de 20 commerciaux, ça ne rentre pas en fait. Et là, vous allez avoir un problème en tant que dirigeant, vous allez avoir un problème avec votre directeur commercial qui va se cramer, soit au détriment de sa santé physique, santé morale, son rapport familial. Oui, vous allez me dire, mais moi, je suis dirigeant, la famille, ce n'est pas mon problème. Oui, mais si la personne est bien dans sa tête, ben, elle sera bien dans votre job. Hein. P égale CM3, si elle est motivée, enfin, pas Kivassano, le corps sain dans un esprit sain. Donc, attention à bien régler ce genre de choses. Et il faut accepter aussi, quand on est manager, que seul on va plus vite. C'est vrai, si vous faites un sprint, tout seul, vous allez probablement gagner. Par contre, si vous voulez faire le marathon, vous irez pas à la vitesse du sprint, surtout le marathon. Si vous voulez aller loin, donc faire un marathon à la vitesse du sprint, il va falloir faire un relais. Ça veut dire qu'il va vous falloir une équipe. Il va falloir une équipe. Ensemble, on va plus loin. Et c'est ça le sujet. Donc, il faut l'accepter. Il faut accepter de déléguer, effectivement. Il faut accepter la délégation. Il faut accepter de travailler ensemble. Je vois Philippe qui réintervient. Tu as certainement une question. Oui, juste une question par rapport à ton propos, Loïc. C'est jusqu'où peut-on attendre des autres? On est censé les faire grandir, mais est-ce qu'on doit tout attendre d'eux? À tout attendre d'eux. Non, bien sûr, on ne doit pas tout attendre des autres. Déjà, il faut se poser la question de qu'est-ce qu'on attend de soi-même. Et puis, ça veut dire quoi, tout attendre? C'est quoi les limites? En fait, pour moi, les limites, c'est lié entre le compromis entre la satisfaction des collaborateurs. Je reviens sur notre définition, la satisfaction des collaborateurs et la performance de l'entreprise. Et il faut régler ça en permanence. Donc, presser le citron, remettre des objectifs toujours plus forts, toujours plus hauts. Est-ce que c'est la bonne chose si la personne n'est pas bien, n'est pas performante déjà, si elle n'a pas atteint ses objectifs, et changer ce genre de choses. Donc, moi, j'ai mon avis sur la question. C'est toujours un réglage à trouver entre satisfaction et performance de l'entreprise. Donc, satisfaction du collaborateur et performance. Et donc, il faut régler ça en permanence et à moyen long terme, vous verrez que vous y serez largement gagnant. Vous en serez largement gagnant. Je reviens sur mon slide. Alors, se pose la question, et Philippe, ça enchaîne bien sur le sujet du management individuel ou collectif. De quoi on parle? Est-ce que je dois traiter tout le monde de la même manière, c'est-à-dire l'égalité, et on l'a sur le fronton de nos mairies, liberté, égalité, fraternité. Alors, est-ce qu'on doit traiter tout le monde de la même manière? En management, c'est pas si évident que ça parce que on voit bien que le petit bonhomme là, il voit pas le match de l'autre côté. De l'autre côté, est-ce que je dois avoir un traitement individualisé et donc faire de l'équité? L'équité, c'est le grand mot à la mode. Il faut être équitable, le commerce équitable, etc. Ouais, mais l'équitable, est-ce que c'est cohérent pour le grand bonhomme cette fois-ci? Parce que le grand, là, il peut dire, attends, pourquoi tu as favorisé celui-ci plutôt que moi? Ah oui, mais toi, tu n'en as pas besoin. Ah oui, mais je ne comprends pas pourquoi il a 2 caisses, pourquoi moi, je n'aurais pas 2 caisses pour mieux voir, être plus haut, etc. Et nous, ce qu'on propose, c'est une troisième voie que certains connaissent certainement, c'est que le manager épifique doit trouver des solutions pour supprimer la cause racine. Bah oui, parce que votre job de manager, c'est d'enlever la palissade, c'est de regarder avec une autre paire de lunettes. Et donc, véritablement, un manager épiphyte doit trouver le moyen d'enlever la cause racine. Et là, vous voyez que j'ai plus besoin ni d'équité ni d'égalité, puisque tout le monde est sur le même plan. En fait, tout le monde voit de la même manière.
tout le monde profite du spectacle de la même manière. Et donc, vos collaborateurs doivent effectivement trouver le compromis. J'aime bien la remarque de Jean-Christophe Tailly, un bon manager doit être bon, juste et sévère. Alors, j'enlèverai le sévère, il est un peu dur. J'aime bien le bon et juste. Oui, alors c'est difficile de trouver la justesse de ces propos. C'est très compliqué. Une remarque peut-être, Philippe? Oui, à partir du moment où on travaille en équipe, et c'est le cas dans la plupart des entreprises, je crois qu'on peut attendre beaucoup de l'équipe en elle-même, du collectif. On peut faire référence au sport, bien sûr, à la victoire de 98 avec quelqu'un qui disait, qui répétait sans cesse, c'est le collectif qui gagnera. Je crois qu'aussi, il faut aimer les gens pour les amener à donner le maximum d'eux-mêmes et en même temps à donner leur potentiel et leur talent. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. On est bien d'accord, Philippe. Et justement, tu me fais rebondir sur ma slide suivante, sur le manager Epifit doit faire confiance a priori. Alors, c'est vrai qu'on a une tendance, on a une vraie tendance à faire confiance a posteriori dans le management. Je m'explique, moi dans les recrutements, je vois trop souvent des managers qui disent je ne vais pas le payer trop cher et puis je l'augmenterai au fur et à mesure selon ses capacités. Ouais, mais est-ce que si vous recrutez quelqu'un déjà à pas cher, est-ce qu'il va vraiment se révéler? Est-ce que vous êtes au bon prix et donc est-ce que vous avez la bonne personne? Et ça montre bien qu'on est dans la confiance a posteriori. On attend de l'autre qu'il fasse quelque chose. Mais dites-vous bien qu'il attend aussi cette chose. Et je vais rebondir sur la remarque de Jean-Jacques Chéry. Effectivement, malheureusement, Loïc, parfois, nous ne sommes pas suivis par les directions qui ne voient pas qu'une logique à court terme peu encline à la considération, à la croissance des collaborateurs. Je continue à lire et à la croissance des collaborateurs. Et de fait, vous pouvez voir de bons collaborateurs quitter l'entreprise car votre direction part du principe que l'entreprise est plus forte que les équipes. Oui, on est d'accord, Jean-Jacques. Malheureusement, si l'entreprise ne suit pas ces principes-là, ça va être difficile parce qu'on est rentré dans un monde où effectivement, quand vous avez des fonds, alors j'ai rien contre les fonds, mais quand vous avez des fonds de pension qui déshumanisent l'entreprise, où il n'y a pas vraiment de patron, si ce n'est des indicateurs financiers à suivre, c'est très difficile d'expliquer la croissance, la croissance des collaborateurs, l'accompagnement des collaborateurs, ce genre de choses. Malgré tout, même dans ce type d'entreprise où on peut penser que les collaborateurs ne sont pas très bien traités, on se rend compte que les managers qui, même en dessous, qui n'ont pas forcément la main sur tout, même si vous, à votre petit niveau, vous accompagnez vos équipes dans ce sens-là, vous allez voir que vous allez grandir. Parce que un des principes du management Epifit que je n'ai pas dit, c'est que faire grandir le collaborateur, oui, pour mieux grandir soi-même. Et moi, je vois que la plupart des grands managers que je rencontre sont des managers qui sont dans le mode Epifit, déjà qui ont confiance a priori, qui accompagnent leurs collaborateurs, qui n'ont qu'une envie de les faire grandir, qui, si l'équipe les accompagne dans leur départ, voire garde contact avec eux et font tout pour qu'ils continuent à grandir. Et d'ailleurs, quand je discute avec des collaborateurs en formation ou en recrutement, ils me parlent parfois d'un grand manager avec qui ils ont gardé le contact. Et c'est souvent quelqu'un pour lequel ils ont un très grand respect parce que c'est quelqu'un qui les a aidés à grandir, à se révéler, parfois en les heurtant. Parfois, ça ne veut pas dire qu'on est dans le monde des bisounours. Il faut aussi être capable de dire à l'autre qu'il se trompe, qu'il ne va pas dans la bonne voie. Et puis, s'il ne l'entend pas, le laisser aller dans le mur, ce collaborateur, pour mieux le réaccompagner après, etc. Donc, il faut le guider, l'amener à comprendre les choses. Et souvent, ces collaborateurs remercient ces grands managers qui ont, malgré la structure, malgré l'environnement dans lequel ils baignaient, ont accompagné leurs collaborateurs jusqu'au bout. Et c'est fait de petites choses. Alors, c'est vrai que ça peut être épuisant parce que dans certaines structures qui sont dans des situations particulières, à vision très court-termiste, avoir ce discours-là, il est compliqué. Je peux l'entendre. Oui, Philippe. Oui, alors quelqu'un, j'imagine, du chat. Ça rejoint cette remarque de Jean-Christophe Beddos qui dit un manager est souvent managé lui-même. Alors comment oui, bien sûr. Epifit si au-dessus de lui, on n'est pas Epifit avec lui?
Mais en ayant cette posture-là, vous allez voir que vous allez grandir et que vous allez embarquer aussi vos patrons là-dessus. Parce que ça va dans les deux sens. En fait, ils vont voir que vous êtes, si vous êtes dans la performance, parce qu'en ayant cette attitude-là, mon propos est d'obtenir la performance, d'obtenir le meilleur des collaborateurs. C'est bien ça le sujet. Donc, à un moment donné, pareil, pas le monde des bisounours. Il faut obtenir la performance. Évidemment, si vous êtes dans le monde des bisounours, vous n'obtenez pas de résultat ou pas suffisamment et que c'est un peu léger et que vous êtes juste au résultat et que vous ne dépassez pas les objectifs, etc., avec vos équipes, le board va avoir du mal à vous suivre. Par contre, si vous dépassez vos objectifs, que vous avez une vraie cohérence, que on voit que vos équipes sont rayonnantes, positives, qu'elles poussent dans le bon sens et que vous obtenez de très bons résultats et que vous dépassez, parce que souvent vous dépassez avec ce genre d'attitude, vous arrivez à faire bâtir des cathédrales. C'est ça l'enjeu. Et le board au-dessus le voit. Le board au-dessus le voit. Et s'il ne le voit pas, peut-être qu'il faut aller voir ailleurs dans une entreprise qui va le voir. Je vais enchaîner sur le manager Epifit qui fait confiance a priori pour finir cette slide-là. Tu disais, Philippe, tout à l'heure qu'il faut croire en l'être humain, qu'il faut aimer l'autre. Oui, il faut aimer les gens. Être manager nécessite d'aimer les autres. Si vous n'aimez pas les gens, ce n'est pas la peine d'être manager. Ça, c'est très, très clair. Ne partez pas dans la voie du management si vous n'aimez pas les autres. C'est vrai que dans l'entreprise et de manière générale, même dans l'éducation, on nous a appris à monter dans la pyramide sociale et même l'environnement social nous pousse à ça. Si tu n'es pas manager au bout d'un certain temps, c'est que tu n'as pas réussi ta vie, comme dirait l'autre, tu n'as pas la Rolex, etc. Donc le Saint Graal, c'est de monter. Sauf qu'on n'est pas tous faits pour ça. Il y a des gens qui sont très, très bons en expert. Moi, je dis qu'il y a deux voies. Il y a le management et l'expertise. Si vous êtes un très bon expert, développez votre expertise. Et n'essayez pas à tout prix d'aller dans le management. Voilà. Surtout si l'autre, l'être humain, croire en l'être humain n'est pas votre tasse de thé, votre calme, votre fibre au fond de vous. Si vous n'aimez pas les gens, ne foncez pas là-dessus. Donc, aimez les gens, croire en l'être humain, laissez vos collaborateurs vous proposer des choses, etc. Assouplir votre ego. Et oui, assouplir votre ego, parce qu'en tant que manager, on est arrivé et comme on nous met un petit peu sur un piédestal, redescendre et laisser l'autre s'exprimer vraiment, lui donner la possibilité de, voire même les grands managers sont souvent en retrait, sont souvent en retrait de leurs équipes, ils mettent en avant leurs équipes. Philippe, une remarque peut-être. Oui, Loïc. Alors, est-ce que la confiance, et la confiance a priori, ça ne commence pas par la présomption de compétences chez ceux qu'on engage? Oui, c'est la confiance, effectivement, ça commence dès le recrutement. C'est être capable, sans connaître l'autre, de lui faire confiance. Et ça, c'est extrêmement difficile dans le monde dans lequel on vit. On le voit bien dans les villes, notamment en France, on se barricade derrière des grandes barrières, etc. Quand on est en ville, on ne se regarde pas. J'imagine que j'ai des Parisiens et quand on va dans le métro, on a une méfiance de l'autre. C'est moins vrai peut-être dans les campagnes, encore que dans ces temps, on a une distance sociale en ce moment à conserver. Donc, si vous regardez, si vous avez fait vos courses dernièrement, il faut regarder les autres d'un œil suspect, etc. Dans l'entreprise, c'est pareil. Dans le recrutement, c'est pareil. C'est très difficile d'être ouvert à l'autre en matière de recrutement et dès le départ, de lui faire confiance sur les compétences. Ça ne veut pas dire faire confiance aveugle. Il faut quand même valider les compétences de l'autre, mais il n'en demeure pas moins qu'il faut lui faire confiance. Oui, Jean-Marc Bels, la confiance, ça se gagne. Oui, ça se gagne vis-à-vis des collaborateurs. Et surtout, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il est plus facile de perdre la confiance de quelqu'un que de la gagner. Donc, vous avez intérêt à la garder. C'est ce que je disais dans ma petite vidéo que vous trouverez sur LinkedIn. Donc, faites attention à la confiance. Et alors, c'est encore plus dur, la confiance a priori. L'autre point, c'est de fédérer autour d'une identité commune, c'est associer aux décisions, c'est connaître autrement que par la fonction. Connaître Jean plutôt que Dupont, c'est connaître Philippe plutôt que Mémard.
Voilà, c'est ça, connaître autrement que par la fonction. Ça ne veut pas dire, ça rejoint la notion un petit peu plus loin de renouer avec la proximité. Ça ne veut pas dire de ne pas être professionnel, hein, connaître les gens autrement que par la fonction, avoir de la proximité avec ses collaborateurs. Ça reste dans le cadre professionnel. Il ne faut pas non plus tomber dans le travers de connaître toute la vie, passer sa vie ensemble, etc. Je ne suis pas fan non plus absolu de ça. Il faut trouver encore le juste compromis. Promouvoir la transparence, plus vous serez transparent et plus vous montrez votre transparence vis-à-vis de vos collaborateurs, plus vous montrez votre confiance et inversement, faites preuve d'authenticité. Oui, ne soyez pas quelqu'un d'autre, n'essayez pas de rentrer dans les chaussures, dans un costume qui n'est pas le vôtre. Ça va vite se voir, chasser le naturel et revient au galop. On voit que certains managers forcent pour essayer d'être des managers. C'est très difficile. Libérer l'expression en facilitant l'expression. En plus que libérer l'expression, c'est faciliter l'expression. Il est de votre rôle, si un de vos collaborateurs ne vous donne pas les bonnes choses, de l'aider à s'exprimer. Ne me dites pas qu'un collaborateur, lui c'est un taiseux, il ne parle pas beaucoup. C'est peut-être aussi de votre faute, c'est peut-être que vous n'avez pas trouvé le bon moyen de le faire parler, de vous donner les bonnes informations. Et enfin, l'essentiel, c'est respecter ses engagements. Ne faites pas de promesses si vous n'êtes pas capable de les tenir. Ne faites pas du tout de promesses, c'est plus simple. Respectez vos engagements. Vous avez dit quelque chose, faites-le. Hein. Le 3/4, je vais vous dire un petit secret avec 20 ans de recul sur le recrutement. Les 3/4 des prud'hommes viennent du non-respect des engagements, et notamment des engagements oraux. Les collaborateurs retiennent ce genre de choses. Et lorsqu'ils se sentent trahis, vont nous dire à nous, recruteurs, ben voilà, mon chef m'avait dit que j'aurais une promotion et je ne l'ai pas eu. Ouais, voilà, catastrophe. Et au final, on va au prud'homme pour ça. Hein. On va au prud'homme pour ça. Oui, Philippe. Oui, alors j'ai une remarque, à mon sens, très pertinente de Laure Bertoli qui dit en substance, il faudrait manager les managers. Il faudrait leur apprendre le côté épiphyte. Parce qu'il y a des managers qui n'ont pas envie et d'autres qui ont envie mais qui n'en sont pas capables. Alors, il y a beaucoup d'écoles de management. Qu'est-ce qui est le mieux alors, je ne sais pas quelles sont les meilleures écoles. Je sais que nous, on fait de la formation au management épiphyte, bien sûr. Oui, bien sûr, Laure, vous avez complètement raison. Malheureusement, un grand nombre, je n'ai pas les chiffres, mais un très grand nombre de managers, de personnes qui sont en posture managériale, n'ont jamais appris à manager. Moi, je suis navré de voir ça. Je suis navré de voir que dans beaucoup d'écoles, on n'apprend pas à manager. On ne donne pas les bases. On ne donne pas les théories et l'entreprise catapulte quelqu'un qui est, comme je disais, le super ingénieur devient le super chef d'équipe de l'atelier. Et après, on s'étonne qu'il y a des départs, il y a des démissions, il y a des pleurs, il y a des cris, etc. On s'étonne qu'il n'y a pas la performance dans ces coups de temps-là, ce genre de choses. Donc oui, j'aime bien Jean-Christophe Tailly qui dit l'école du bon sens. Oui, alors, mais pas que. Il n'y a pas que le bon sens. Je pense qu'il y a des basiques à apprendre sur le management. Voilà. Et puis, il faut déconstruire les gens sur le management. Il y a plein de sujets sur lesquels les gens apprennent avec leur expérience. Alors, certains apprennent plus vite que d'autres avec l'expérience. C'est vrai qu'il y a une école qui dit plus je fais d'erreurs, plus j'apprends. Tant mieux, oui, bien sûr. Mais si j'ai déjà les théories sur le management, les théories dans le rapport à l'autre, on va voir que ça va être plus simple, ça va aller plus vite que si je dois apprendre tout seul ce genre de choses. Après, effectivement, Anna Vinaleva, oui, l'école de la vie, bien sûr, l'école de la vie est importante, mais quand j'ai l'école de la vie, c'est-à-dire l'expérience plus les théories de base, je vais plus vite. C'est ce qu'on explique aux diplômés des grandes écoles. Nous, on dit dans les écoles, vous allez partir tous à peu près au même niveau, mais ceux qui ont fait des études vont aller plus vite que les autres. Et en management, c'est exactement la même chose. Vous allez gagner du temps en apprenant. Alors, si vous êtes manager et que vos managers à vous ne vous laissent pas vous former dans une école de management au sein du Florent Monceau Institut, ici, dans le cursus management épiphyte du Florent Monceau Institut, et nos webinars sont là pour ça, formez-vous tout seul, apprenez, lisez, etc. Et effectivement, c'est mieux si on a appris. Oui, Philippe. Alors, quid des méthodes agiles? Parce que j'ai vu pas mal de questions sur le sujet.
Qu'est-ce que ça apporte? Du bon, du moins bon? Oui, non, la méthode agile, mais comme beaucoup de méthodes, en fait, le tout, c'est d'avoir une méthode. Alors, la méthode agile est bien pour la gestion de projet, pour de la gestion de management en méthode agile. Pour moi, c'est pas que du management, la méthode agile. C'est pas suffisant pour manager les équipes, quoi, la méthode agile. C'est bien pour, à mon sens, pour la gestion de projet. Ça vient beaucoup d'ailleurs de la gestion de projet, hein, cette méthode-là. C'est une très bonne méthode, la méthode agile, mais la méthode agile purement et simplement appliquée au management, moi, il me semble qu'il manque des bouts. Il manque des bouts dedans. Fanny Verlac, directrice de la Gazette, qu'est-ce que c'est la méthode agile? La méthode agile, tu regarderas sur Internet, c'est des méthodes de retour feedback permanent et on avance par bout, par run en fait. En informatique, c'est beaucoup utilisé en informatique. Est-ce que quelqu'un aurait la gentillesse de nous mettre dans le chat la définition de la méthode agile? Parce que là, je n'ai pas le temps d'aller la chercher. Comme ça, il y a un lien qui explique bien ça. Et ça donnera des infos pour tout le monde. Du coup, le manager Epifit, pour nous, doit aider ses collaborateurs à faire bien les bonnes choses. Faire bien les bonnes choses, ça c'est important et doit aider et pas faire. Le manager, c'est pas faire, hein. C'est bien aider ses collaborateurs à faire bien les bonnes choses. Donc faire, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire réaliser les objectifs qu'on s'est fixés, c'est-à-dire la performance. La performance, c'est quoi? C'est le résultat obtenu sur le résultat attendu, c'est-à-dire les objectifs. Merci Christophe, définition des méthodes agiles. Christophe Cardin. Donc, il faut d'abord faire, donc réaliser les objectifs que l'on s'est fixés, c'est-à-dire atteindre la performance. Mais ce n'est pas suffisant. Il va falloir faire bien les choses, c'est-à-dire dans l'économie des moyens, c'est-à-dire avec efficience. L'efficience, c'est le résultat obtenu sur les moyens mis en œuvre. Oui, parce que c'est bien de dire qu'on a atteint les objectifs, mais si on a dépensé toute sa marge, ce n'est pas très efficient tout ça. Et donc, le patron ne va pas être content, et l'entreprise non plus. Et enfin, faire bien, ce n'est pas tout à fait suffisant, puisqu'il faut faire les bonnes choses, c'est-à-dire la pertinence, c'est-à-dire avoir les objectifs qui conviennent, parce que choisir des objectifs, mais qui ne sont pas les bons, ça ne va pas nous aider non plus. Et donc, la pertinence, c'est le résultat obtenu sur le niveau de satisfaction attendu. Il ne sert à rien de faire de la surqualité, de la sous-qualité. Si le client n'attend pas des stylos bleus, mais qu'il attend des stylos rouges, ne vous obstinez pas à essayer de lui vendre des stylos bleus. Il veut du rouge. Donc, quel est le niveau de satisfaction? Et de quoi on parle? Donc, vous voyez que le manager Epifit doit être sensible à ces trois sujets, performance, efficience, pertinence, mais retenez la petite phrase mémotechnique. Le manager Epifit doit aider ses collaborateurs à faire bien les bonnes choses, faire bien les bonnes choses. Donc, c'est de ça dont il s'agit. Donc, cette slide-là, elle est vraiment importante en tant que manager. Du coup, comment faire grandir les collaborateurs? Eh oui, vous allez me dire, oui, depuis tout à l'heure, tu nous expliques ce qu'il faut faire, mais comment on le fait? Vous avez quelques items et quelques points importants ici, c'est l'exemplarité, plus d'exemplarité. Vous devez vraiment être exemplaire en tant que manager. Ne demandez pas à vos collaborateurs de faire des choses si vous ne les faites pas vous-même. Entendons-nous bien, il ne s'agit pas de faire leur job. Il s'agit de respecter ses engagements, il s'agit d'avoir une exemplarité sur un certain nombre de valeurs que vous allez tenir. Mais votre collaborateur, il peut faire tout à fait autre chose. Il n'est pas manager, hein. Donc ce n'est pas savoir-faire à sa place. Plus de confiance, j'ai parlé de confiance a priori, bien évidemment. Plus de disponibilité, vous devez être à leur service, ces collaborateurs. Tout en respectant des règles, il ne s'agit pas de passer son temps à être disponible 24 sur 24, 7 jours sur 7, etc. Ce n'est pas de ça dont il s'agit. Il faut avoir des règles. Et la disponibilité, c'est la disponibilité aussi du cerveau. Plus de réactivité et enfin plus de pédagogie. Et oui, il va falloir répéter. Voilà quelques conseils pour être un bon manager et aider vos collaborateurs à grandir. L'exigence, bien sûr, Eric, l'exigence est importante. Françoise Leroux, je réitère question pour Loïc, management EFI, quid de l'innovation en un mot? Quid de l'innovation? C'est-à-dire, vous voulez dire que qu'est-ce que le management Epifit apporte en termes d'innovation? J'imagine que ça doit être ça la question, Françoise. Vous pouvez gentiment me confirmer que j'ai bien compris votre question, Françoise. En quoi le management Epifit est innovant?
Je crois qu'il est innovant dans, alors si c'est ça la question, je crois qu'il est innovant dans le fait de faire grandir les collaborateurs. C'est connu, c'est juste qu'on prend une analogie dans un nombre de sujets importants avec les plantes, avec, alors je ne vois pas Françoise qui me répond, avec les plantes et qu'on a associé, on a fait de l'assemblage d'informations. Et donc voilà ce qui nous paraît intéressant dans le management épiphyte. Philippe, tu as peut-être des questions? Ah ben, c'était totalement par rapport à cette remarque sur l'innovation, donc je crois que tu viens d'y répondre. J'ai essayé d'y répondre. Alors, difficile d'y répondre là, hein. Il y a tout le livre à votre disposition pour en parler. Hop, je continue et j'ai presque fini. Et puis, pour terminer, en guise de conclusion, j'aime bien vous donner quelques petites astuces. Et voici une astuce qui est très simple. Vous allez avoir tous les jours en tant que manager Epifit maintenant. Alors, évidemment, ce n'est pas en une petite demi-heure que vous allez tout savoir. Moi, je vous invite à poursuivre ça en lisant le livre Le Manager Epifit. Je vous mettrai le lien dans quelques minutes. Mais tous les jours, je vous demande de faire ça, d'avoir cette bonne pratique quotidienne. 1, avoir rendu service à mon équipe. Posez-vous la question, est-ce que j'ai rendu service à mon équipe? 2, est-ce que j'ai félicité au moins une personne et idéalement avec un feedback positif aujourd'hui dans mon équipe? Et est-ce que 3, j'ai aidé à résoudre un problème important pour mon équipe? Je n'ai pas résolu un problème, j'ai aidé à résoudre. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est dès le départ, vous mettre un petit post-it au début, parce que pour se garder ça en tête, un petit post-it sur l'ordinateur, dans votre bureau, sur votre bureau, et de vous dire à la fin de la journée, est-ce que j'ai rendu service à mon équipe? Est-ce que j'ai félicité au moins une personne? Et est-ce que j'ai aidé à résoudre un problème important pour mon équipe? Vous allez voir que en faisant ça au quotidien, vous allez progresser. Vous allez largement progresser en tant que manager et vous serez certainement un manager Epifit et j'en serai ravi. Voilà, merci pour votre participation très active. Ça chatte beaucoup. On va essayer de répondre à plein de questions avec Philippe, si tant est qu'il y en ait encore. Vous avez mon email, mon numéro de téléphone. Je fais le SAV des webinars. N'hésitez pas à revenir vers moi. Philippe, tu as peut-être des questions. Pendant ce temps-là, je vais chercher le livre. Oui, j'ai une remarque intéressante de Cathy Bardi. Il semblerait qu'à la réflexion, les femmes soient de bonnes managers. Alors, je reprends le néologisme qui est inscrit. Beaucoup d'interventions. Alors, effectivement, coûte des femmes en tant que manager. C'est vrai que les femmes ont une sensibilité, mais moi, j'aime pas trop la dichotomie homme-femme. Hein, c'est vrai qu'aujourd'hui, je vous ai mis le lien vers le livre dans le chat. Merci Alain, Alain Becker, comme d'hab, c'était top, merci beaucoup, j'adore. J'aime pas la dichotomie, je pense que les hommes, les femmes ont tout à fait capacité à être de bons managers, simplement il faut s'en donner les moyens, et c'est vrai que le genre humain a eu tendance à négliger un peu les femmes dans les postures managériales pour tout un tas de raisons historiques. Et c'est vrai qu'elles grandissent de plus en plus, et on voit de plus en plus de femmes apparaître, et que c'est vrai qu'un certain nombre de femmes se révèlent, notamment parce qu'elles ont cette capacité empathique que les garçons ont peut-être un peu moins, que les hommes ont peut-être un peu moins, le fameux sixième sens féminin, ce rapport à l'autre, l'écoute est souvent plus performante, plus vraie chez une femme que chez un homme. Donc, bon, je crois que c'est développable dans les deux sens. Après, les femmes ont aussi des travers, hein, ne croyez pas ça. Elles sont peut-être moins sur la performance, sur les données un peu chiffrées, etc. C'est peut-être moins leur leitmotiv. Et donc, du coup, je crois qu'un bon manager, c'est effectivement toujours un bon compromis. Vous m'entendez parler beaucoup de compromis entre les deux, en fait. Hein. Il faut avoir un œil sur la performance, les chiffres, et puis il faut un œil attentif sur l'autre, sur l'amour des gens, leur satisfaction. Et donc, voilà, le manager Epifit, il est véritablement autour de tout ça, quoi. D'autres questions, Philippe, que tu aurais vu passer? Oui, alors, une qui revient sur l'exemplarité, Sandy Dano. C'est une notion difficile pour moi. Quelles sont les limites de l'exemplarité?
Ah, les limites de l'exemplarité. Les limites de l'exemplarité, c'est pas vouloir faire. Alors souvent, le défaut des managers, c'est par exemple de dire aux gens, vous devez faire exactement comme moi. Alors déjà, je répète, un manager, c'est une posture, c'est un job. Un collaborateur, il fait un autre job. Donc déjà, n'essayez pas de demander à votre collaborateur d'être calé sur vous, puisqu'il n'est pas censé faire la même chose que vous. Donc merci Claude. Manager comme j'aimerais l'être. Mais tu l'es déjà, je suis sûr, Claude, notre consultant coach sur Toulouse. Grand militaire et donc grand manager, j'en doute pas. Donc, pour revenir à ça, sur les limites de l'exemplarité, l'exemplarité, c'est plus l'exemplarité pour moi dans les valeurs et c'est pas forcément sur la fonction. Être à l'heure, pas être à l'heure, ça va dépendre du job. Faire beaucoup d'heures ou pas beaucoup d'heures, etc. C'est souvent un grand sujet de débat sur l'exemplarité. Je dois être le premier, le dernier arrivé, etc., etc. Ça dépend de l'entreprise, ça dépend du contexte, ça dépend du job. C'est pas ça qui fait la valeur de l'exemplarité. L'exemplarité, ça va être surtout sur les valeurs. C'est tenir sa ligne, ne pas changer de ligne, garder un sens à ce que l'on fait, à ce que l'on dit. Et c'est surtout ça, c'est faire ce qu'on dit et dire ce qu'on fait. Ça va être plus autour de ça, l'exemplarité pour moi. Et donc, les limites, vous allez les trouver là-dessus. C'est le cas pour pouvoir le donner clairement. Oui, Anna, exactement. Attitude positive, exactement. Limite de l'exemplarité, alignement, action, pensée, parole. Oui, par exemple. Je lis un petit peu vos questions à la volée. Alors, il y en a une, il y a une remarque, Loïc, si tu m'entends. Oui. Marie Kaspar-Chougui, quelle est la véritable performance? Quelle est la véritable performance? Ça dépend de quelle performance. Si on parle de la performance de l'entreprise ou la performance individuelle, si on parle de la performance de l'entreprise, c'est plutôt des performances chiffrées en général, puisqu'il ne faut pas oublier qu'une entreprise est là pour faire du profit, et c'est son but premier. Maintenant, on sait pertinemment qu'une entreprise qui fait du profit, mais de manière non sociétale, non RSE aujourd'hui, va pas le faire à long terme. Et donc, qu'est-ce qu'elle veut faire en fait, Et puis, la performance individuelle, toujours pareil, un compromis entre l'optimisation et le bien-être. Et donc, moi, j'essaye de trouver l'harmonie entre tout ça. Alors, je sais que c'est pas simple de trouver cette harmonie et trouver cette synchronisation. Quelles sont les autres questions que tu as relevées, Philippe, si tu en as relevé d'autres? Alors, il y a le mot congruence, tu l'évoquais à l'instant, en fait, dire ce qu'on fait, faire ce qu'on dit, effectivement, je crois que pour être clair et suivi et cohérent vis-à-vis de son équipe, c'est une des premières qualités. Évident. On parle aussi, la première qualité d'un manager, la remise en question, c'est Jean-Christophe Tailly, effectivement, se remettre en question de façon régulière. Oui, c'est ce que tu disais en préambule, Philippe, sur la connaissance de soi, en fait, être capable de prendre du recul, bien se connaître, se remettre en question et ne pas estimer. Alors pareil, c'est pour ça que on n'a pas, nous, une méthode, la méthode agile, la méthode ceci, la méthode cela. Nous, on donne des grands principes. On donne de la théorie, après à vous de vous les approprier et de les appliquer à votre manière. On n'aime pas, moi j'aime pas être absolu et dire il faut faire comme ça. J'entends souvent des écoles ou même des managers qui ont suivi certaines écoles qui disent ah oui moi j'ai des principes de management. Ouais, très bien. Est-ce qu'ils doivent être absolus, définitifs? Je ne suis pas très convaincu de ça. Je pense qu'on évolue tous en fonction du contexte, de la situation de ses équipes, de son apprentissage, ce genre de choses. Donc, c'est un chemin. C'est un chemin plus qu'un aboutissement. Oui, alors tiens, il y a une question, je pense, qui est très bien placée pour toi, pour le cabinet. Julien Fouque, comment appliquer ce type de management sur du management à distance? Exemple, management de consultant. Ouais, bien sûr, bien sûr. Typiquement, vous voyez, avec Philippe, Philippe est à l'Est actuellement. Moi, je suis à Montpellier, puisqu'on est tous les deux dans le sud. Comment appliquer ce genre de management? C'est exactement pareil. En fait, ne perdons pas de vue que tout ça, c'est que des outils. Être manager Epifit, c'est une posture.
Et donc, ce n'est pas les outils qui vont changer grand-chose à ça. Ce n'est pas parce que la personne n'est pas à côté de moi dans le bureau physiquement que ne peut pas avoir une posture épiphyte, d'exemplarité, de congruence, d'accompagnement, ce genre de choses. Donc, moi, j'ai pas de, les outils, la distance ne me pose aucun problème en fait. Et dans le contexte, je suis même très heureux que ça se développe, ça se surdéveloppe, que je trouve que c'est une période super positive pour développer le management à distance, pour développer plein de choses à distance, parce que ça fait prendre conscience à beaucoup que finalement, être dans le même bureau l'un à côté de l'autre, se voir toutes les… est-ce que c'est indispensable? Je ne suis pas sûr. Quand je vois des entreprises dans lesquelles on est dans un même bureau et d'un bureau à l'autre, on s'envoie et on est dans un open space et on s'envoie des emails, on ne prend pas le temps d'aller se voir, finalement, que je sois ici et que Philippe soit à l'aise, c'est pareil. Par contre, quand je suis avec Philippe en posture managériale, j'ai intérêt d'avoir l'esprit à Philippe et donc finalement avoir des rendez-vous, je ne veux pas fixer des dates, mais des rendez-vous avec Philippe et donc lui renvoyer une posture managériale de type épiphyte, Philippe va le sentir, il n'a pas besoin d'être à côté de moi pour ça. Quoi. Et ça se passe oui, quelle est la différence, intéressant Claire Heinrich, la différence entre un coach et un manager épiphyte? Un coach et un manager épiphyte. Alors, ça va dépendre de ce qu'on appelle coach, parce que le terme de coach a été très, très dévoyé. Le manager épiphyte reste quand même très opérationnel, reste avec son équipe. Pour moi, le coach, il est sur une situation particulière. Chez nous, le coaching, en tout cas tel qu'on le vit, le coaching est véritablement là pour accompagner sur une situation particulière. Alors que le manager, il est là sur l'ensemble de la situation. Il est là avec son équipe tout au long du travail avec l'équipe. Donc, je dirais que je scinderais. J'ai vu une question qui me plaisait bien, je me permets, de reprendre Anna Villanueva. Que pensez-vous des leaders libérateurs? Alors, ouais, je ne suis pas très, très fan de ce genre de truc. L'entreprise libérée, pour moi, c'est dans certains cadres. Je pense qu'il faut surtout accompagner ses collaborateurs. Je ne pense pas que libérer, on n'est plus besoin des managers. C'est pas vraiment mon leitmotiv. Je pense qu'on a besoin de cette strate managériale pour donner un sens, mais si tant est que ces managers-là soient des vrais managers. C'est ça la difficulté. Hein, et la tendance, alors elle est de deux ordres. Soit on veut vraiment libérer l'entreprise, c'est une chose. Faut-il encore accompagner beaucoup les collaborateurs? C'est très complexe parce qu'il va falloir monter les collaborateurs en responsabilité, ce qui ne se fait pas du jour au lendemain, loin s'en faut. Et non pas que tout le monde ne peut pas y aller, mais il va falloir les accompagner. Donc, c'est un long chemin. Et puis, il y a eu une tendance aussi, une espèce de mode de certaines entreprises, et notamment de certaines entreprises qui se sont dit « Oh là là, mais ça, c'est chic, je vais enlever des strates managériales. » Donc, on va libérer l'entreprise et donc on va enlever des salaires. Hein. Ça a été un peu ça aussi l'idée. Hein. C'est pour ça que ça a pris pour certains cas. Soyons prudents. La libération est longue, est un long chemin. Oui, alors Loïc a un long chemin vers une question un petit peu plus originale de Grégory Dana, petite détente. La vraie question est, nos intervenants ont-ils mis un pantalon? Oui. Oui. Alors, preuve à l'appui. La cravate rasée de près. Merci Grégory, merci Philippe pour cet intermède musical et sympathique. Bien sûr, attendez, pour moi, je suis en posture d'intervention vis-à-vis de vous. Il ne me viendrait pas à l'idée de ne pas être rasé. Je suis même parfumé, vous ne pouvez pas le sentir, mais je mets mon parfum. Moi, je le sens d'ici. J'étais devant vous dans une vraie conférence. Et nous, de l'autre côté. Ah, ça, je ne sais pas si vous êtes tous habillés, mais heureusement, je ne peux pas tous vous voir. Quoi. Donc, voilà. Écoutez, il est 12h23, je crois qu'on a bien avancé. Je crois qu'il est temps pour nous de nous libérer en vous souhaitant à tous une bonne journée. On est vendredi, donc un beau week-end, apéro, etc.
plein de choses, amusez-vous, profitez, parce qu'on peut encore faire plein de choses et je vous le souhaite à tous, malgré le contexte. Dès la fin de ce webinaire, on vous enverra, enfin, vous aurez le replay et nous, d'ici aujourd'hui ou dans le week-end ou lundi au plus tard, on vous enverra un petit mail du Florian Marceau Institut avec le replay et le lien pour le livre. Donc, vous aurez tout ça directement. Un grand merci à toi, Philippe, pour l'animation, les interventions toutes pertinentes que tu as pu faire. Avec plaisir. Merci à tous les participants. Merci également. Oui. En vous souhaitant une bonne fin de journée. Merci à tous. Au revoir.